Bonjour Della, Bonjour, Olivia. je suis tellement heureuse de te recevoir ici, de t'avoir en présentiel, parce qu'on avait déjà réalisé une interview voilà, qui est visible, qui est sur Internet, où tu me partageais une grande part de ton histoire, beaucoup d'éléments de ton histoire. Mais voilà, là c'est en présentiel, c'est différent. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du contexte d'Ella, voilà, de ce qui est venu te nourrir dans ta vie ou des événements qui ont pu se dérouler, mais on va pas rester que sur l'histoire parce on va surtout aller vers comment ton accompagnement aujourd'hui des personnes t'a conduit ou voilà comment les choses se sont déroulées et t'a conduit jusqu'à déjà écrire un premier livre. Et puis aujourd'hui, tu es venu en avant-première, j'ai envie de dire, nous présenter un jeu qui est plus qu'un jeu, qui est un jeu médecine, qui est un jeu thérapeutique, qui s'appelle le jeu de la vie, qui est juste là, on le voit à côté de toi sur le canapé. Et là, on va en parler voilà, dans cette deuxième grande partie d'interview pour montrer comment, ça c'est le fruit d'un travail de plus de 3 années, comment ce jeu est venu t'inspirer, venir à toi, comment tu t'es laissé recevoir ce jeu et comment ce jeu peut être mis à disposition des personnes qui ont envie de cheminer vers elles-mêmes en fait. Vraiment. Voilà. La première question que j'ai envie de te poser pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qui découvrent cette vidéo, c'est qui es-tu dès là, en tout cas dans ton histoire, sur ton parcours, je dirais, intérieur, spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que d'une première partie de vie, d'un coup, voilà, il y a eu un grand changement et autre chose qui s'est ouvert pour toi. Voilà. D'abord, merci de ce temps accordé pour l'entrevue. Euh, alors, moi, j'ai vécu une collision avec l'amour inconditionnel en 2005, alors que je n'attendais rien. J'étais médecin, mère de famille, j'avais une vie tranquille que j'adorais. Et, euh, et j'ai eu une séance d'hypnose. Et pendant cette séance d'hypnose, je suis retournée en fait à la source. Je suis devenue cet amour inconditionnel. Et ça a été d'une telle intensité, en fait, cette rencontre avec la réalité, parce que pour moi, c'est la réalité, est amour inconditionnel. Ça a été d'une telle intensité que ça a profondément changé qui je croyais être. La perception de ma vie a changé, la perception de la vie a changé, ma relation au monde a changé. Et suite à cette expérience d'une heure seulement, mon monde a basculé. Donc ça a été vraiment une transformation radicale qui s'est produite à ce moment-là. Et ensuite, le tout s'est déroulé sur à peu près 2 ans. Ça a été comme, je dirais, le décapage de l'ego, donc le décapage des limitations, des résistances à aimer. Et, et voilà, ça a duré 2 ans où la médecine m'a quittée, où je me suis séparée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées pour laisser place à cet amour, laisser place à l'expression de cet amour, avec un chemin, en fait, mais complètement inconnu, parce que j'étais dans le vide, j'étais sans emploi, seule. Donc, ça a été une transformation, je dirais, assez radicale et qui demandait, en fait, un lâcher-prise profond pour laisser, en fait, cette réalité d'une telle subtilité, d'une telle douceur, pour laisser cette subtilité prendre l'avant-plan. Parce que tant qu'on est dans le personnage, qu'on est dans la vie, dans les idées, dans les opinions, il y a quelque chose qui est toujours là, mais qui reste caché, en quelque part. Donc notre vraie nature, elle est toujours là, cet amour, il est toujours là. Mais il attend qu'on lui laisse l'espace d'exister, de se manifester.
Et voilà, donc ça a été certainement mon choix d'âme que je vive une expérience telle alors que je ne la demandais pas, alors que je n'étais pas dans le chemin d'une recherche spirituelle quelconque. C'est mon hypothèse. Et voilà, suite à ça, les choses se sont placées pour que cette voix qui m'habite puisse être partagée et c'est ça, que je puisse offrir cet amour au monde. Mhm. Quand tu parles de décapage, c'est quoi précisément que tu appelles décapage? C'est que chaque chose, chaque jugement, chaque pensée vers l'extérieur ou sur toi-même soit vue depuis ce que nous sommes vraiment. Donc du coup, c'est quoi ce que tu appelles décapage? En fait, on a un processus de pensée qui est souvent, en fait, qui est tout le temps conditionné par une programmation culturelle, générationnelle. Donc, on a une pensée où on a tendance à mettre les choses dans les boîtes et à les juger et à dire ça va, ça va pas, à les refuser aussi. Et donc, moi, j'avais une voix qui me suivait et qui me disait est-ce que tu peux aimer au-delà des interdits, des jugements, des tabous, des conditionnements? Et cette phrase-là, elle revenait tout le temps, en fait. Donc, à chaque fois que je disais quelque chose, j'avais cette voix qui me disait d'aimer au-delà de ce qui était dit. Et donc, ça met vraiment un focus, tu vois, sur les limitations à aimer, sur l'argumentation qui se met et qui dit « Ah non, ça va pas », ou qui va réduire la vie, qui va réduire cet amour inconditionnel, qui va la réduire à quelque chose de très étroit dans des concepts. Alors, cette voix-là, elle a été tellement patiente avec moi. Elle a été vraiment très patiente avec moi pour me laisser le temps de m'ouvrir à elle. Et parfois, je disais non. Tu aurais un exemple de choses où tu disais non? Écoute, il n'y a rien qui me vient comme ça, mais tu vois... aimer, par exemple, l'absurdité des guerres, l'absurdité de la violence et tout ça. Mais cette voix-là, en fait, ce qu'elle nous invite à faire, c'est de comprendre d'où viennent les protections qui nous mènent à des gestes qu'on trouve finalement incompréhensible ou intolérable. Cette voie-là, c'est une voie de compréhension, de conscientisation, d'éclairage sur ces mécanismes de protection qui sont des mécanismes d'amour qui vont nous amener à des situations qui sont très difficiles pour notre cœur, en fait, qui sont impossibles à accepter. Et donc, pour moi, c'est vraiment un cadeau de s'ouvrir le cœur à la compréhension du monde à partir d'un espace ouvert de non-jugement. Et à ce moment-là, on comprend que tout est à sa place et tout le monde fait du mieux qu'il peut faire avec qui il croit être. Donc, c'est vraiment c'est cet espace de paix profonde qui apparaît à partir de ce risque de laisser aller les jugements, de laisser aller la protection et d'aller vers la compassion. Tu as choisi l'exemple de la guerre, là. Je pense que c'est un exemple qui peut d'un coup faire réagir là, derrière l'écran. Ce que tu dis, c'est pas d'aimer la guerre, c'est d'aimer ce qui se passe à l'intérieur. Là, ce qu'on résiste justement à la guerre, c'est comme c'est et comment ça peut aussi être dans l'amour, même s'il se passe ça. C'est ça que tu veux dire? Une raison pourquoi la guerre existe, en fait, c'est que on croit qu'il y a quelque chose à défendre et on croit qu'on a raison et qu'on s'est séparés les uns des autres. Et c'est cette séparation fondamentale et qui est une illusion, en fait, qui est intéressante à comprendre, à saisir. Parce que tant qu'on joue à l'idée qu'on a raison et qu'on a des choses à défendre, ben à ce moment-là, tout est justifié dans la forme que ça peut prendre.
Et c'est ce qu'on vit, en fait. On vit sur une planète où l'illusion de la séparation, elle est très, très forte, elle est dense, mais elle invite parallèlement à ça à une ouverture au-delà de cette séparation-là. Parce que la séparation, elle n'a pas vraiment de solution pour la séparation. Elle alimente la séparation. Hein. Donc, le cœur, en fait, il est invité à comprendre comment cette séparation s'installe et de transcender cette séparation. Est-ce qu'on peut rester en soi-même? Est-ce qu'on peut être dans l'écoute de notre sagesse par rapport à tout ce qui se vit, à tout ce que l'on vit à l'intérieur? Est-ce qu'on peut prendre soin de ce qui est là pour se redresser et agir en cohérence avec notre sagesse? Et pour moi, c'est un mouvement individuel et collectif de revenir à l'intérieur de soi et découvrir son monde intérieur qui pourrait être créateur de séparation ou qui peut être aussi créateur de cet amour, de la révélation de l'amour que l'on est profondément. Donc, la guerre, c'est un symptôme du jeu de la séparation. Et c'est important de comprendre la racine de la guerre. Ce n'est pas qu'un a plus raison que l'autre. C'est cette illusion de séparation, qu'on est séparés les uns des autres, alors qu'on est le même. On est cet amour inconditionnel. En essence? En essence, complètement. Donc, ce qui fait l'expérience ici, Olivia, et ce qui fait l'expérience d'Ella ici, est la même source? Complètement. Ça, c'est le miracle. C'est le miracle d'une seule source qui vient s'expérimenter à travers différents regards, différentes expériences. Est-ce qu'on peut prendre ce risque de douter de nos protections, de nos défenses, pour rencontrer l'autre là, à partir du cœur? Un cœur qui rencontre un autre cœur, c'est un cœur qui se reconnaît. Là, c'est subtil ce que tu viens de dire, parce que c'est pas une croyance que tu es en train de partager, c'est un vécu. Oui. Toi, tu le vis comme ça. C'est ce que nous disent peut-être les sages depuis la nuit des temps, c'est en l'autre, enfin namasté, c'est je te reconnais, je me reconnais en toi. Pour des gens qui découvrent ce propos, quelle pourrait être l'invitation pour ne pas douter de ça? Parce que ce qui fait qu'on ne se lance pas quelque part dans ce retournement, c'est qu'on doute que cela est vrai, en fait, que l'autre est véritablement moi, que si je prends soin de l'autre, je prends soin de moi-même. En fait, qu'est-ce qui... C'est la foi un peu qui enclenche ça, mais comment on peut inspirer à cette forme de retournement un peu? Qu'est-ce qui... Je crois que l'appel du retournement, c'est un appel profond de l'âme, de découvrir, en fait, au-delà du monde connu. Hein? Donc, si l'appel n'est pas là, ça va être difficile de convaincre quelqu'un qu'il y a autre chose que ce qu'il voit. Et c'est OK, parce que chacun vit son expérience selon qu'est-ce qu'il vient expérimenter. Mais pour moi, l'appel, il mène aux questions plus profondes. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la vie? On parle de plus en plus de conscience, on parle de mort imminente, de sortie de corps. Il y a de plus en plus, en fait, de descriptions de phénomènes qui sont au-delà, en fait, du monde connu. Et il peut y avoir cet élan, cet appel, cette curiosité à dépasser, en fait, ce monde connu et à questionner, en fait, tout ce à quoi on adhère de manière très arbitraire, finalement. C'est ça, et chacun, dans son expérience de vie, la vie va venir comme ça, amener des petites choses, amener des petits détails, des lectures, des rencontres qui font que, tiens, comment ça me parle en fait, ou comment ça me concerne, ce qui est en train de se dire. Oui, c'est ça. Le cœur sait par où aller, je dirais. Et puis quand on se sent inspiré par les mots, on ne comprend pas forcément les mots mentalement, mais on sent qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui est peut-être au-delà des mots et qui nous... Et quand c'est entendu, ça fait du bien, entre guillemets. Et peut-être ça peut être un fil à... Oui. Un fil à tirer. Oui, sentir qu'est-ce que le cœur dit. Parce que tu parles souvent d'amour, et j'ai l'impression que ce mot-là peut être mal
compris parfois, amour, c'est rencontre avec soi, c'est reconnaissance de soi dans tous ces détails. C'est quand tu dis amour, qu'est-ce que tu signifies par amour? Amour, c'est la source de la vie, c'est la source de tout, c'est la source de la matérialisation. Quand on laisse aller tout ce à quoi on pense, tout ce à quoi on adhère, toutes les protections, il ne reste que ça. C'est dur de mettre des mots. Pour moi, c'est ça, c'est la source de la création, c'est le point zéro de la création, c'est cet amour-là. Mais tu vois, c'est facile à dire comme ça, tu vois, c'est l'amour inconditionnel, tout ça. Parce que le mot amour a été utilisé de manière très conditionnée, en fait. On pense qu'on est amoureux, on pense que l'amour c'est ci ou c'est ça, mais l'amour c'est profondément ce que l'on est. Nous sommes le créateur en fait de tout et on a cette autorisation profonde de tout expérimenter inconditionnellement, donc d'où la panoplie d'expériences différentes les uns des autres. Tu vois, il y a vraiment cette ouverture complète à wow, on peut expérimenter ça, on peut expérimenter ça, on peut expérimenter ça. On y va aller. C'est un peu fou, on y va. Tout est autorisé parce qu'on vient goûter, on vient expérimenter, on vient même vivre la séparation, on va vivre les frottements, on vient se goûter soi-même, en fait, à travers l'expérience des uns et des autres. Et c'est à travers, justement, cet oubli de l'amour que l'on peut s'autoriser à expérimenter parce qu'on a oublié qu'on est déjà ça. Donc ça c'est le cadeau de la séparation, c'est de s'autoriser à goûter pleinement une expérience, mais complètement, qui pourrait paraître complètement hors de l'amour. Mais c'est ça l'amour, c'est cette autorisation à tout expérimenter, à apprendre aussi, parce qu'à travers, pour moi, tout ça, il y a un apprentissage organique qui se fait et qui nous amène doucement à s'ouvrir de plus en plus à cette douceur d'être, cette douceur de vie qui est disponible si on a envie d'arrêter de lutter et de s'offrir à l'amour que l'on est. Dans ce que tu dis, il y a une subtilité, c'est pas faire n'importe quoi. Quand tu dis tout est autorisé, tout est possible, il y aurait presque quelqu'un qui aurait envie de dire oh, mais faire n'importe quoi, je vais tuer mon voisin, Est-ce que ça aussi c'est autorisé, tu vois, c'est un peu fou. En fait, c'est que l'expression de la vie telle qu'elle est dans l'instant, c'est cet amour inconditionnel qui permet au jeu de la séparation de s'expérimenter, qui permet à chacun d'avoir des opinions, d'avoir une rigidité, d'avoir des émotions, d'avoir des réactions. Donc tout ça, c'est autorisé. Mais ça vient aussi avec un apprentissage, que ce soit maintenant ou dans d'autres vies. Il y a un apprentissage organique qui va nous dire « Ah, ça, j'ai vraiment goûté à la séparation et j'ai appris, en fait, que ce que je le faisais à moi-même. » Parce que le retour à la source, à la mort, en fait, on retourne à cette évidence. Et on voit souvent dans les descriptions de mort imminente où il y a la description, tu vois, de tout ce qui a été vécu. Et il y a cet apprentissage profond de « Ah, là j'ai touché quelqu'un, là, j'ai blessé quelqu'un. » Tu vois, il y a cette vision qui vient de l'apprentissage organique de la vie que l'on vient vivre. Et les expériences issues de la séparation, ce sont des expériences qui nous invitent à nous pardonner et à revenir à une douceur qui est fondamentalement ce que l'on est, cet amour, c'est cette douceur-là. Donc ce n'est pas dans l'idée de ben, tout est amour, donc moi je vais aller ennuyer mon voisin et puis je vais écraser le chat parce qu'en fait tout est amour. Donc c'est pas ça, en fait c'est l'expérimentation directe de notre création intérieure, de notre monde intérieur qui, par exemple, si
on a envie d'aller écraser le chat du voisin, ben, en fait, il y a quelque chose d'intense, de profond qui se vit à l'intérieur, qui appelle à revenir à la maison, puis qui dit, ben, prends soin de moi. Mais quand c'est trop intense, ça va se projeter dans la dualité, ça va dire que si j'écrase le chat du voisin, je vais me sentir mieux. Mais ça, c'est l'illusion de la séparation. L'invitation profonde de toute émotion, de tout vécu, est de revenir à la maison, de prendre soin, d'écouter et d'agir en cohérence avec notre sagesse. Et la sagesse, elle n'écrase pas les chats. Hein? Donc, il y a quelque chose qui... dans tout ce que l'on vit, il y a toujours cette invitation, soit de revenir à la maison ou de continuer à jouer à la dualité le temps qu'on a besoin pour peu importe ce qu'on a envie de faire avec cette expérience-là. Dans ce que tu dis, dans ce que je comprends, c'est que c'est comme si tant qu'on agit à l'extérieur comme ça, à partir des blessures, à partir de cette illusion de séparation dont tu parles, on est perdu en fait, on est complètement perdu. Et à un moment donné, il y a une dernière expérience qui dit mais non, en fait, c'est toujours pas par là. Et c'est là que le chemin du retour peut se faire. Voilà, complètement. Et donc, quand on voit une situation planétaire comme elle est, l'invitation, elle est très, très forte à transcender ce monde connu dans lequel il n'y a pas d'issue. En fait, il y a juste une escalade, tu vois, de conflits, d'incompréhension, de pouvoir. Et il vient un moment où on a juste envie de... Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre autrement? Hein, mais c'est une question qui vient des profondeurs de l'être. Ça, c'est presque, ça prend comme une force de frappe suffisamment importante pour dire, attends, on va sortir du statu quo, puis on va regarder qu'est-ce qui est disponible autrement. Hein? Donc, pour moi, l'intensité qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est vraiment un moteur d'éveil de conscience, en fait, parce que là, on se dit, attends, il n'y a plus de solution. On va où, là? Oui. On va où? Alors que la solution, pour moi, elle est relativement simple. C'est sûr que ça prend une certaine dose de courage pour remettre en question nos opinions et nos exigences par rapport à la vie, par rapport à l'autre, tu vois. Mais ça peut être un chemin tout doux, en fait, de prendre conscience, de rire un peu, parce qu'il faut quand même rire un peu, et de s'ouvrir, et de voir, en fait, qu'on est, en fait, la première personne à profiter, en fait, du cadeau de l'ouverture. On reçoit tellement quand on ose être à la fois ouvert, ouverte, mais aussi à la fois debout dans notre propre souveraineté, dans notre propre sagesse. Les deux vont ensemble. En fait, moi, je suis pas tant pour une spiritualité où on s'ouvre à tout et il n'y a personne. Je suis plus pour cette spiritualité où on se laisse toucher, on est ouvert, mais aussi qu'on revient à l'intérieur, on écoute et on se redresse et on agit en fonction de cette cohérence. Et pour le moment, on a besoin des actions cohérentes, on a besoin des actions de compassion, on a besoin de se reconnaître les uns les autres. Ouais. Oui, c'est vrai que ce que tu décris, de la reconnaissance, etc., souvent on peut avoir l'impression que l'amour inconditionnel, la spiritualité, ça se vit sur son canapé. Ça peut se vivre sur son canapé pendant un moment, et puis d'un coup, depuis cet espace, émerge une envie d'une action depuis cet endroit-là. Et c'est ça aussi, ton message en tout cas, il est aussi à cet endroit-là, de contribuer dans le monde à partager depuis cette clarté en fait, depuis cette clarté, d'agir dans le monde depuis cette clarté. Oui, et de célébrer en fait la lumière unique que l'on est chacun. Notre individualité, on a quelque chose de précieux à apporter au monde et c'est important à célébrer et à offrir. C'est tellement précieux. Tu penses que, oui, effectivement, chaque humain a une vibration particulière et un cadeau à donner à la communauté, au monde, quoi. Oui. Et j'oserais dire, hein, et même dans la dureté, ou dans des gestes qui sont difficiles, il y a le miroir, il y a une invitation forte à revenir à l'unité à l'intérieur de soi.
Donc, les acteurs, on va dire, qui peuvent paraître négatifs, ils peuvent aussi faire miroir de cette lumière-là qu'on a à l'intérieur de soi, de transcender, en fait, l'habitude de dire « Ah, ça va pas, de juger et de respirer, de dire « Ah, je comprends d'où il est, d'où il vient. » Tu parles d'acteur politique ou tu parles juste d'une personne qui vient quelqu'un qui vient nous heurter à l'intérieur de nous? Oui, il y a des personnes, nos proches, hein, ils sont spécialistes pour venir toucher les boutons pour voir si ça réagit et c'est un cadeau. Mais pourquoi pas sur les plateformes politiques aujourd'hui, on a des grands pointeurs de boutons en fait qui viennent vraiment toucher. Et pour moi, ce qui est important, c'est de voir à quel point les structures actuelles, ce qu'elles veulent, c'est créer une division. Et c'est la division qui crée la souffrance. Et donc, c'est intéressant de regarder comment on fonctionne pour alimenter toujours la division. Par exemple, au Parlement canadien, moi, ça m'étonne toujours de voir à la Chambre que c'est un contre l'autre. Et c'est toujours en train d'argumenter, mais un contre l'autre. C'est pas, OK, on a tel problème, comment on peut faire ensemble pour trouver la solution qui serait à la fois respectueuse de l'un et à la fois respectueuse de l'autre. Tu vois, c'est cette dualité forte. Et c'est comme si on n'a pas de modèle encore de politique qui seraient ensemble pour avancer, tu vois, pour voir, OK, c'est quoi la problématique et comment on avance. Tu crois que c'est possible qu'un jour l'humain... Moi, je crois profondément que l'amour, il est disponible. En tout cas, dans la jeunesse qui émerge là, c'est vraiment une volonté profonde. Le désintérêt qu'on a, que ce soit pour la politique ou toutes les notions de pouvoir aujourd'hui, je pense qu'elles sont très liées au fait qu'on se rend compte qu'on est dans un mur. Et c'est très bien les impasses. Oui. Parce que les impasses font émerger de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Complètement. Et du coup, sur ton chemin, tu as été amenée à accompagner, ça s'est présenté naturellement en fait, de partager ton histoire et puis de commencer à accompagner des personnes qui avaient envie de sortir de ce conflit perpétuel avec eux-mêmes, avec le monde, et de vivre depuis ce que tu appelles un espace non protégé, en fait, laisser cet amour circuler naturellement, si je peux le dire comme ça. Qu'est-ce qui a émergé à un moment donné dans ton histoire qui t'a permis d'être, je sais que tu as écrit un premier livre, d'être un support en fait pour pouvoir accompagner, parce que tu me disais tout à l'heure en off quand on discutait, je me suis rendu compte que quand même les résistances sont fortes et tu avais l'impression d'être face à une impasse. Voilà, j'aimerais que tu parles un petit peu de ça, de toi, comment tu accompagnes les personnes. Moi, je travaille avec un concept que j'appelle les gardiens de la séparation. Et pour moi, c'est une évidence qu'il y a des mécanismes de protection de notre identité, de qui on croit être, qui se mettent en œuvre aussitôt qu'il y a la possibilité de s'ouvrir au-delà de ce qu'on paraît raisonnable. Donc, ces mécanismes de protection, les gardiens de la séparation, ce sont des mécanismes d'amour. Ils sont tellement choux. Et très, très fidèles aussi. Mais à partir du moment où c'est vu comme une protection, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les gens parce qu'on peut sourire ensemble, tu vois, de ce qui est en train d'apparaître et de se poser la question, est-ce que c'est encore nécessaire que les gardiens soient là ou pas? Parce que parfois, c'est nécessaire. Hein? Si les gardiens se lèvent, c'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose à protéger et c'est parfait. Mais à partir du moment où c'est vu comme une partie qui n'est pas nous-mêmes, mais qui est une partie qui nous protège, à ce moment-là, il y a une forme de souveraineté qui peut se développer par rapport à cette énergie de protection qui nous maintient, en fait, dans un cocon assez hermétique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les gens et c'est vraiment doux de travailler avec les gardiens parce que on n'est plus en résistance, on est ensemble pour travailler avec cette énergie protectrice, en fait. Et c'est vraiment doux et joyeux. Tu peux nous donner quelques-uns des noms de ces gardiens parmi les plus fidèles? Le gardien
le plus primaire, le plus important, c'est le gardien du refus. Le gardien du refus, lui, qui va dire non. Tu vois, il se passe quelque chose, l'évidence que c'est ce qui est, et lui, il va dire non. Et là, tout de suite, ben, il y a le non. Il y a ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. Là, on est déjà dans la dualité. Ensuite, ça va dans le mental, ça va aller dans le juge, ça va aller dans le gardien du savoir qui va dire non, ça ne se passe pas de la bonne façon parce que pour telle raison. Il y a toutes sortes de phénomènes. Il y a le gardien, par exemple, de la supériorité qui va. Le gardien de la supériorité, il protège notre cœur sensible. Le gardien de la supériorité va dire « moi j'ai raison et toi tu as tort hein, », parce que évidemment il a besoin de protéger son monde connu. Donc ça va être en supériorité par rapport à l'autre. Il y a toutes sortes de gardiens comme ça. Le gardien de l'harmonie qui va dire « ah non, mais tu comprends, moi j'ai pas trop envie d'exister parce que tu vois tout le monde est heureux comme ça, donc on laisse tomber ce que je sens vraiment de faire ». Tu vois, il y a plein de gardiens comme ça qui sont non pas de gardiens du drame, qui aiment non, faut pas faire ça parce que tu comprends. Voilà. Donc, qui va en rajouter des tonnes. Ah oui, qui rajoute la petite musique dramatique au fond du film qu'on se raconte. Là. Tan, 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 tan. C'est ça, et qui sont peut-être des fois tous un petit peu là en même temps, ou oui. qui se... Ben, il y a des potes qui se tiennent ensemble, tu vois, il y a des coalitions de potes qui sont qui jouent l'impossibilité, le drame, la confusion, tu vois, ça joue ensemble et tout. Oui, comment tu les as identifiés, ces gardiens, parce qu'ils sont nombreux, c'est subtil quand même de voir ce qui est en train de se jouer comme ça. Ben, je pense que ça, c'est à force de travailler avec les gens, à force de voir quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui vient de se jouer là, qu'est-ce qui se joue là, on peut reconnaître, tu vois, c'est quoi l'énergie ou l'essence en dessous, tu vois, la couleur de la résistance, elle parle d'elle-même, tu vois, l'impossibilité, je veux dire, c'est facile à identifier, hein, c'est impossible que je fasse ça parce que A et B, c'est impossible parce que je ne peux pas aller à C, et C, je ne peux pas aller à... C'est facile de voir, d'identifier les différents types d'énergie qui vont nous maintenir dans un statu quo. Et à force de travailler avec les gens, bien, ça se dévoile, ça se découvre, puis finalement, c'est pratiquement toujours la même chose. On est conditionné à utiliser toujours les mêmes gardiens, puis ça tourne super bien. Oui, c'est ça, c'est ce regard fin quand même pour aider à démêler ce qui est en train de se jouer en nous. Et toi, tu as la sensation qu'en amenant de la clarté aux personnes, il y a comme un recul qui peut se faire et on peut rire de ce qui est en train de se passer et en tout cas avoir plus d'amour du coup peut-être pour ce qui est en train de se jouer et moins le voir comme un problème. Oui. Parce que souvent, en fait, on est habitué à voir des problèmes, à essayer de régler un problème et il y a un autre problème. Mais là, l'invitation avec les gardiens, c'est de voir à la racine qu'est-ce qui se joue qui fait que je vais me raconter cette histoire-là ou qui fait que je vais percevoir la réalité de cette façon-là, plutôt que d'une façon ouverte, comme une opportunité, comme une expérience parmi d'autres. Tu vois, qu'est-ce qui est à la racine de l'identification ou de qui on croit être qui va créer le problème? Donc, on n'est pas à régler le problème, on est à identifier qu'est-ce qui se joue, quel est le monde intérieur, quel est le film, quels sont les scénaristes à l'intérieur qui créent un film avec de la souffrance ou un film dramatique. Et là, bien, si on voit que c'est un scénariste qui est là, qui me protège, bien, tu te dis, bien, écoute, tu me protèges, mais peut-être que je n'aurais pas envie. Et à ce moment-là, bien, tout s'ouvre, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'adhérer à ce qui est raconté. Mais c'est important, quand on revient à soi aussi, c'est de prendre soin de ce qui est là, de prendre soin, moi j'appelle du petit ou de la petite à l'intérieur, en fait, qui a peur et qui est profondément attaché à ses gardiens de la sécurité. Donc ça, c'est important de prendre soin en direct, à partir du cœur, de prendre soin de ce qui s'agite en nous et d'écouter profondément qu'est-ce qui est là. Oui, parce que ces gardiens, ils sont arrivés dans notre histoire, dans l'histoire de chacun,
sûrement à la suite de traumas, à la suite d'événements, à la suite quand on est enfant, surtout quand on est totalement non protégé. Et puis bah, ces gardiens sont là pour, comme pour veiller autour du berceau. Ben oui, mais tout à fait. Tu vois, par exemple, le juge, tu sais, là, on a tous un juge intérieur qui a beaucoup de choses à dire, mais c'est l'enfant qui se promène et il se fait gronder. Ben, la fois suivante, il va avoir son juge intérieur qui va dire, qui va le gronder avant même qu'il se fasse gronder à l'extérieur. Hein. C'est comme ça que ça se fait. C'est toute la protection, en fait, où on dit, attends, faut que tu sois une personne correcte pour être aimé, en fait, de l'extérieur. Hein. C'est des anticipations pour éviter un problème potentiel, mais qui réactive en fait lui-même le problème. Complètement. C'est drôle. C'est drôle, hein? C'est drôle. Parce que du coup, c'est vrai qu'en mettant cette attention sur un problème potentiel, c'est fou. Du coup, se créer le problème en question. Oui. Et la souffrance, parce que on génère... quand on a un juge intérieur qui est fort, on est la première victime de ce juge, hein, de la douleur qu'il procure. Donc, c'est tellement intéressant et c'est tellement... Je dirais, c'est fascinant de comprendre ça et c'est aussi surprenant de voir à quel point on peut se libérer par la conscientisation, de voir ce qui se joue et de ne plus avoir envie d'adhérer à ça. C'est des grandes portes ouvertes sur la vie. Est-ce que c'est sans fin, cette exploration? C'est-à-dire que, tu vois, dans le monde des chercheurs spirituels, on entend la réalisation du soi, l'éveil, comme la fin de la souffrance. Alors, déjà, est-ce que c'est bien vrai? Ou est-ce que même en ayant réalisé cette nature, cet amour, eh bien, se manifestent encore des situations qui peuvent générer de la souffrance et du coup, il y a encore des choses à aller voir, tu vois. On a l'impression voilà, que le chercheur, bon, bah, il y a réalisation, il y a éveil, ça y est, hop, c'est fini. C'est ça. On rentre chez soi, il y a plus rien à faire. Il y a un peu ce Saint Graal comme ça, tu vois ça aussi dans des personnes qui cherchent, des chercheurs en fait, qui cherchent cette fin de la souffrance, cette idéalisation. Ben oui, je comprends aussi que c'est un bel objectif, mais c'est vrai que moi j'ai envie de différencier le vivant qui nous traverse et la souffrance, parce que la souffrance, elle est vraiment fortement actualisée par l'action des gardiens et des histoires qui se racontent que ça devrait être autrement et tout ça. Donc la souffrance, pour moi, c'est vraiment... c'est un résultat de nos gardiens, la souffrance. Mais ça n'enlève pas le vivant de l'instant on peut vivre des intensités, on peut vivre des émotions, on peut vivre toutes sortes de choses, on peut être touché par la vie vraiment profondément, mais il y a tout l'aspect de la souffrance comme telle, c'est vraiment un aspect sur lequel on peut avoir du pouvoir. Tu veux dire que ça peut prendre fin parce que ce qui se vit n'est plus justement considéré comme souffrance, mais juste ressenti d'un événement. Voilà. Ouais. C'est un ressenti, c'est un vécu, c'est direct en fait. Il y a quelque chose qui est direct. Et même si, par exemple, ça pourrait, les gardiens, parfois c'est inévitable, ils ne peuvent pas faire autrement que de nous raconter l'histoire de la trahison, de l'humiliation, etc. Donc ça va aller très fort dans la blessure, qui sont aussi d'autres mécanismes de protection. Je parle des gardiens, mais il y a aussi les blessures qui font partie des mécanismes à regarder. Donc quand c'est très fort, quand c'est stimulé dans la trahison ou l'humiliation ou l'abandon, peu importe, ben, on peut voir que il y a une histoire qui veut se raconter, tu vois, qui veut, c'est la faute de l'autre, tu vois, ça veut donner le pouvoir à l'extérieur sur notre bonheur. Et parfois, c'est inévitable. Je veux dire, quand la roue est partie, c'est parti, et puis ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, mais il vient un moment où c'est bon, j'ai vu. J'ai vu. Et à partir de cette situation-là, quel est mon besoin? De quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je m'offre, qu'est-ce que je nomme, qu'est-ce que je mets en place. Tu vois, ça revient à une immédiateté d'écoute. Mais parfois, oui, ça dérape. Quand c'est trop touché, quand c'est une zone trop vulnérable, ça dérape. OK. Mais il vient un moment où il y a la possibilité de dire, OK, revenons à la maison,
voyons voir de quoi on a besoin. C'est vraiment un retournement très très subtil et très fin dans ce qui est en train de se jouer ici, là, 0 cm. Tu parlais de 0 cm. Oui, oui, c'est une immédiateté. C'est vraiment... notre monde intérieur, il est tellement riche et il est immédiat. Donc, ce n'est pas l'histoire qui nous fait vivre ce que l'on vit. C'est notre monde intérieur immédiat auquel on adhère qui va générer l'histoire. Et ça change. Ça change tout. C'est vraiment le projecteur, quoi. Voilà. Voilà. Donc, tant qu'on est dans le film, c'est compliqué de retrouver une paix durable, indépendante des circonstances extérieures. Mais si on prend soin de ça, je veux dire, la paix, l'amour, c'est déjà là. J'ai envie de te poser une question très personnelle qui concerne vraiment, voilà, tu réponds ou tu réponds pas, mais est-ce que toi, tu vis justement cette paix, même dans des événements difficiles, dans des situations difficiles? Je veux dire, bon, tu réponds ou tu réponds pas, mais je veux dire, ça peut aussi inspirer de se dire, ah bah oui, en fait, ça existe, c'est possible. Voilà, est-ce que tu vis cette paix? Est-ce qu'elle est installée? Est-ce que ça existe, quoi? Ah, moi, je pense que la paix... moi, j'ai vécu beaucoup de choses au niveau de la santé, au niveau de la famille. J'ai vécu beaucoup de choses. Et je peux dire que la paix profonde, elle est là. Il y a une confiance profonde que tout est à sa place, qu'on vit tous exactement ce qu'on doit vivre dans l'instant. Et donc, il y a une évidence de ça. Pour moi, c'est non discutable. Je veux dire, ensuite, on peut discuter autant qu'on veut, les gardiens, s'ils s'activent, mais pour moi, il y a une évidence de la justesse de ce qui est. Et voilà, la paix, elle est là. Je ne peux pas dire que je suis une personne qui a aucune émotivité ou aucune réaction. Les réactions sont rares. Vraiment, vraiment rare. Il faut que je sois profondément touchée à un endroit très, très vulnérable pour que ça réagisse. Tu vois. Mais autrement, oui, la paix, elle est là, elle est disponible pour chaque personne qui a envie d'y aller avec, je dirais, avec courage, mais avec une forme de lâcher-prise, d'humilité, de rencontrer ces mécanismes-là d'amour qui sont là et de dire « Ah, c'était ça, tu vois, c'était ça, c'est le monde intérieur qui crée la souffrance, ce n'est pas l'extérieur. » Et ça, c'est tellement une clé fondamentale du travail, c'est de couper la causalité et de voir en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon monde qui fait que je réagis comme ça, qui fait que c'est douloureux comme ça. Allons-y, tu vois, allons voir. Ça, pour moi, c'est la clé d'une liberté profonde. Et c'est la clé aussi, peut-être la fin des conflits, tout simplement. Ouais, on arrête de recréer du conflit et du conflit. Est-ce que tu crois que tant qu'on voit des situations qui nous paraissent inacceptables à l'extérieur, c'est qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose à aller rencontrer à l'intérieur? Ou est-ce qu'il existe des situations inacceptables et depuis cette sagesse et cette paix, je veux changer les choses, tu vois, pour moi, c'est clair qu'il y a des choses inacceptables qui se passent dans le sens... inacceptable dans le sens que ça touche le cœur à un endroit où on se dit, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement? Donc, inacceptable, pour moi, ce n'est pas dans le sens je refuse et je vais à la guerre parce qu'il faut que ça change. Tu vois, c'est un espace d'une grande sensibilité, puis dit, mais enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens, c'est pas juste. Et donc, c'est une attitude c'est une invitation à revenir à ce qui est touché à l'intérieur et à agir en conséquence, à se redresser par rapport à ça. Par exemple, si dans les médias, tout ce qu'on voit, c'est de la violence, dans les séries, c'est de la violence, tu vois, si on est exposé à ça, mais qu'on continue
Mais on continue à alimenter, tu vois, le gardien du drame, le gardien de l'impossibilité. Donc, on alimente, en fait, ce film intérieur où, en fait, tout est grave et tout est horrible, alors que tous les jours, en fait, on peut voir quelqu'un passer dans la rue et mon Dieu, que la vie est belle, tu vois. Donc, il y a tellement de beau, en fait, et pour moi, c'est fondamental de choisir aussi de se tourner vers le beau. Ce n'est pas d'être aveugle à ce qui est difficile, mais c'est d'alimenter, en fait, alimenter le beau, alimenter le lien, alimenter l'amour. Comment est-ce qu'on peut prendre le temps d'arroser nos plantes? Je veux dire, il y a tellement de douceur dans ce qui peut être fait, dans les petites choses comme dans les plus grandes choses. Est-ce qu'on peut faire le choix, en fait, le choix de l'amour et le choix de dire, ben non, moi, je n'alimente pas, je ne permets pas à cette dualité d'entrer dans mon monde intime. Tu vois, j'ai pas envie, en fait. C'est pas doux. Est-ce qu'on peut s'offrir ça? Et ça, je trouve, c'est un choix conscient de l'amour. C'est beau, c'est comme si notre jardin intérieur, j'ai envie de le dire comme ça, c'est depuis cet espace-là qu'on peut y mettre tout le beau qu'on voudrait voir à l'extérieur. Oui, complètement. Et ensuite, on devient ce beau. Hein, on devient ce beau à partager à l'autre, simplement en étant, en fait, en étant pleinement soi-même et en offrant cette lumière-là que l'on est. Tu vois, en discutant avec toi, je me rends compte qu'il y a déjà tellement à faire depuis ce jardin intérieur. Je ne sais pas pourquoi jardin intérieur, ça me parle là quand tu en parles, mais il y a déjà tellement à faire avant de vouloir s'occuper des grandes guerres, des grands plans, des grands... Voilà, il y a tout ça à s'occuper. Alors Della, tu vas nous présenter. Donc, déjà, on n'a pas dit que les gardiens étaient venus dans un rêve. Tu en as pas parlé dans l'interview. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Je veux bien. En fait, dans le rêve, bon, je travaillais avec des gens depuis un bon moment et dans le rêve, il y avait un édifice de 5 étages à peu près. Et il y avait un homme en haut qui m'appelait par la fenêtre, qui dit « Venez m'aider, je suis prisonnier, je dois sortir de chez moi. » Venez m'aider, je suis prisonnier. Et donc, moi, je monte les escaliers et puis je vois qu'à chaque étage, au niveau des portes, il y a des gardiens qui sont là et donc qui empêchent la personne de descendre l'escalier et de sortir dehors. Et moi, je vais trouver le jeune homme en question, et puis je dis, ben, viens, passe par ici. Et quand on arrive devant les 2 grandes portes ouvertes qui s'en va dans la jungle, en fait, c'est la jungle dehors, et il appelle ses gardiens, puis il dit, arrêtez-la, elle veut me sortir de chez moi. Et donc, c'est lui qui avait engagé les gardiens, qui l'enfermaient chez lui. Mais quand est venu le temps de sortir... Il a rappelé les... Il dit, non, arrêtez là. Et donc, j'ai trouvé ça... Mais en fait, le message fondamental de ce rêve-là, c'est que les protections que l'on met en place, c'est nous qui les avons choisies. Et on est libre de les défaire si on a envie. Et ils sont là en même temps pour nous protéger si on sent qu'on a besoin. Oh, c'est tellement beau parce que c'est simple, ça paraît vraiment très simple en fait. Ouais. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de peur à avoir. Ah, j'ai encore tout ça à dépasser, à traverser. Et en fait, c'est juste à voir. Oui. À voir et à se demander si c'est encore nécessaire. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Ça peut être nécessaire, ça peut ne pas être nécessaire. Il n'y a vraiment aucun mauvais choix. Il y a juste ce qui est honoré. Et des fois, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix de les avoir encore avec nous. Ouais. Tu dis que juste le fait de les voir, de prendre conscience que ça, c'est là, et de se demander si on en veut encore, suffit pour se libérer d'un mécanisme qui est là depuis des années et des années? Je dirais que ça prend une intention claire de vouloir s'affranchir, en fait, de ça. Parce que parfois, ce sont des mécanismes qui sont ancrés depuis longtemps. Ça, je dirais que ça, c'est le gardien de la ligne du temps. Okay. Qui va raconter un problème sur un long terme. Et donc ça, c'est intéressant à regarder parce que si on adhère à ça, on
On adhère à toute l'histoire. Et, mais tu vois, ça prend l'intention de dire ah, mon juge est là, j'en ai marre que mon juge soit là, ou je t'entends, mais j'ai pas envie d'adhérer. C'est un merci. C'est ça. Merci, au revoir. C'est pas merci, au revoir, parce que ça, c'est le refus. Ah oui. Mais c'est merci, je t'entends. Et donc, ça invite comme vraiment à une ouverture de cœur profonde face à soi-même et face à ces mécanismes de protection qui sont là par amour, en fait. C'est un OK que ce soit là, ça. Ouais. Et comme c'est plus alimenté, il n'y a plus la peur de ça. Ça se c'est là et il n'y a aucun problème avec. Ça n'a pas la force d'attraction que ça avait. Il n'y a plus besoin de plonger dedans, d'y croire. C'est comme, ah ok, je t'ai vu. Je te vois. Eh ouais, j'entends ce que tu dis. Ah, ça me touche ce que tu dis. Alors, du coup, on va en venir au jeu. Oui. Ouh, parce que dès là, tu t'es dit, bon, c'est bien, on va jouer dans ce grand jeu, on va jouer à voir ce qui apparaît dans des situations. Et du coup, tu as créé un jeu qui est très ludique. Si tu veux, tu peux même le montrer, le présenter, l'ouvrir. Voilà, le jeu. Et tu vas nous présenter comment il est construit, en fait. On jouera aussi tout à l'heure à ce qu'on tire des cartes, voilà, à ce qu'on tire quelques cartes. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu combien de temps ça a pris de créer ce jeu? Tout à l'heure, j'ai dit en introduction, voilà, il y a eu un moment. Oui. Mais comment c'est venu aussi cette... Voilà. En fait, j'avais écrit un premier livre avec Michael Zibert, qui est un livre qui s'appelle « Et si j'étais la vie ». Et dans ce livre-là, c'est un livre vraiment didactique d'explication des gardiens, des différentes couches de gardiens, où ils agissent et tout. Donc, c'est un livre didactique fondamental, je dirais, par rapport à notre approche. Et il y a toute l'approche des blessures aussi, les 5 blessures qu'on appelle des blessures identitaires, et qui nous maintiennent encore dans la séparation. Donc ça, c'est le livre de base qui est un livre didactique. Donc faut prendre le mental, comprendre, plonger, saisir. Tu vois, donc c'est un livre qui a beaucoup de clarté. Et puis après avoir terminé ce livre-là, moi j'avais vraiment envie de jeu. J'avais envie de jouer, j'avais envie de légèreté, j'avais envie de rire, j'avais envie de laisser la parole à la vie, tu vois, de nous présenter ce qu'elle avait à nous dire. Et donc, j'avais comme envie de simplicité, puis tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, je ferais bien un oracle avec les gardiens, pour piocher les gardiens, tu sais, bon, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là et tout. Mais à mesure que j'ai commencé à travailler l'oracle, j'ai voulu qu'il y ait la moitié du jeu qui soit des gardiens ou des protections, mais qu'il y ait une autre moitié qui soit des ressources de l'être, de notre être profond qui est là, qui nous attend. Et donc, de pouvoir identifier aussi toutes les ressources, en fait, qui sont... que toutes les ressources, il y en a une infinité de ressources, mais en tout cas, celles qui me sont venues. Et donc, j'avais vraiment envie qu'il y ait 2 plateformes de jeu. Donc, la plateforme de qui je crois être, ça c'est la plateforme dans laquelle on est enfermé dans un cocon, et dans laquelle il y a les blessures, il y a les peurs, il y a les gardiens, et il y a l'autre plateforme que j'appelle « Et si j'étais la vie », qui sont les 45 ressources disponibles qui sont offertes dans le jeu. Donc, c'est un peu ça qui est... Donc, c'est une invitation de passer du cocon à la vie, hein, de l'identification à qui on croit être, à la vie que l'on est profondément, qui est amour inconditionnel et qui permet à tout ça de se déployer sans jugement et avec quand même une bonne dose d'humour. Faut le dire quand même là maintenant, c'est une vie qui est forcément plus savoureuse, une vie qui est moins protégée. C'est quand même une vie qui est plus douce à vivre. Oui. C'est un regard qui sait reconnaître l'amour, qui sait reconnaître le beau et qui sait l'offrir. Hein, parce qu'il y a plus ce refus d'ouverture, de partage,
de cet amour que l'on est. Donc c'est un vrai cadeau à s'offrir à soi et à offrir au monde. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques-unes des cartes, si tu veux, qu'on trouve, notamment les gardiens, et puis après on se fera un petit tirage. On se mettra en scène pour montrer un petit peu, voilà, comment ça Alors, fonctionne. ça c'est le livre de 240 pages. Dans lequel il y a des explications, des invitations, des capsules, des rituels, il y a un peu de tout. Donc, ça, on peut aller du très simple au plus profond, selon ce on a envie. Et il y a aussi des références. Quand on pioche une carte, on a aussi des références. Ça appelle à d'autres gardiens. Va voir ça. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je me suis dit, mais waouh, quelle vision. Parce que je me suis amusée hier. J'ai tiré une carte et je voyais bien en bas que des 2 cartes que j'ai tirées faisaient référence à d'autres cartes. Ouais. C'est comme si, c'est ce que tu disais, les gardiens sont des copains. Enfin, il y a les gardiens qui sont copains, puis les ressources aussi qui se... Là, je me suis dit quand même, c'est assez... Waouh, là, c'est un travail de... Enfin, je ne sais pas comment c'est venu, toutes ces connexions. Ça me paraissait extra... Ben, écoute, je sais pas, je pense que c'est vraiment à force de réflexion. Mais c'est comme une cartographie, en fait, hein, quand ça part dans une direction, ça s'attache de telle façon et ça s'attache de telle autre. En fait, c'est un mouvement qui est assez simple. Mais c'est intéressant. Pour toi peut-être. Ben, parce que... Oui, mais tu verras, quand tu vas lire une carte, par exemple, tu vas comprendre tout de suite les cartes qui sont en lien. Okay. Parce qu'ils vont ensemble, tu vois. L'infériorité, par exemple, ça va aller, on va éviter à la carte de la souveraineté en ressources. Tu vois, il y a des cartes qui dansent ensemble comme ça. Donc, il y en a qui dansent ensemble pour rester dans le cocon, et il y en a d'autres, en fait, qui vont vraiment nous inviter à nous ouvrir vers des aspects de nous-mêmes qui sont sous-exploités, en fait, qui sont là parce qu'on est la vie, mais qui sont invités à prendre l'avant-plan. Donc, c'est ça. Moi, j'étais assez bluffée par cette synthèse de l'esprit humain. Parce que soyons honnêtes, c'est ça. C'est une grande synthèse dans ce jeu de 92 cartes. Alors, enfin, l'esprit humain, je dirais qu'il est plus au niveau de ce qui est à conscientiser, des gardiens, du fonctionnement du mental, en fait, de mécanismes égotiques. Et puis en face, ces ressources qui sont l'être-té, qui sont la nature de l'être. C'est quand même assez bluffant, je trouve, cette synthèse que tu as réussi à faire et qui est, tu parles de côté ludique et de rire. Moi, je trouve que c'est très puissant juste d'avoir réussi à synthétiser ces mécanismes qui sont là en nous. Et qui se retrouvent chez tout le monde, en fait. Oui. Chez chaque être humain. Oui. C'est ça qui est ouf. Donc, je pense, en fait, qu'il y a le fait de l'avoir comme ça, cette clarté invite à la clarté, tu vois, de soi. Juste le simple fait de l'avoir ramène déjà à la possibilité d'une clarté dans ce qu'on croit être souvent un drame, on est tout seul à vivre ça, personne ne peut nous comprendre. Et là, d'avoir ce jeu dans la main, eh bien si, regarde. Ouais. Regarde. C'est ça. La vie te parle. Oui, complètement. C'est fou. Oui, c'est vraiment... Ça me fait chaud au cœur, en fait, parce que moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à écrire cet oracle-là. Je l'ai écrit sur 2 ans intensifs et Gloria, qui est l'illustratrice, on s'appelait tous les jours pour les images et travailler les images ensemble et tout. On avait aussi 2 autres amis, Jules et Ève Coralie, qui nous ont aidés à toutes les 2 semaines. On faisait un Zoom intercontinental et on travaillait à une réflexion plus profonde. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect relationnel, collectif qu'on aborde dans le livre. Donc, on avait vraiment envie, tu vois, d'amener de la clarté, tu vois, pas seulement personnelle, mais collectivement, comment ça marche,
l'état de la planète, comment ça marche, tu vois, il y a vraiment, on est allé loin dans la réflexion. Et donc, ça a été un 2 ans vraiment très intensif. La 3e année, c'était plus la finition, l'édition, la recorrection, la relecture et tout, qui a duré encore 1 année. Mais voilà, donc ça a été 2 ans pour moi de bonheur intense à me lever aux petites heures du matin alors qu'il faisait noir et je m'installais devant mon ordinateur et ça y allait, tu vois, ça y allait. Ça avait vraiment envie d'offrir ça au monde. C'est ça, c'est vraiment ça. Magnifique. Et oui, je voulais effectivement te dire, parce qu'on parlait de l'esprit et de cette espèce de synthèse du fonctionnement de l'esprit, mais tu as voulu ouvrir à aussi des notions plus larges de contribution au monde. Donc c'est une fois qu'ici c'est vu, toutes ces histoires, qu'on est plus libre en fait de s'offrir au monde à partir d'un espace qui n'est pas protégé, mais du coup ça a envie de contribuer et tu as intégré aussi ces notions de contribution, de communauté de lumière, qui sont des images fortes de notre actualité, du moment, de l'humanité, là, de ce qui est en train de se vivre. Oui. Oui, c'est beau, hein? Mais tu vois, ça s'est créé comme ça, parce que tout l'aspect communautaire, nouvelle terre, tout ça, ça a apparu pendant le chemin. Tu vois, j'étais plus dans du fondamental, parce que ce jeu, il se base sur les notions fondamentales de l'être, donc le vide, le plein et la totalité, l'amour inconditionnel. Donc, on part des notions fondamentales, mais c'est comme si je sentais que le côté communautaire et nouvelle terre était aussi tellement important aujourd'hui plus que jamais. Donc, ça s'est intégré comme tout seul. Ça avait vraiment envie de se mettre au monde, en fait, de se mettre au monde. Ouais. Est-ce que tu veux nous montrer quelques-unes de ces cartes et puis après on fera un petit tirage? Est-ce qu'il y en a quelques-unes toutes j'imagine. Si tu veux nous montrer quelques gardiens. Bon, alors je peux te montrer ici, ça c'est le gardien de la supériorité. Si on voit bien la carte, hop, voilà, on la voit. Oh, il a un beau dragon. Oui, donc le gardien de la supériorité, c'est celui qui nous met en position de supériorité par rapport à l'autre, par rapport à la vie aussi, et c'est un dragon qui protège notre cœur. Donc il a son cœur entre ses pattes et qui dit non, moi je m'ouvre pas. Donc ça c'est le gardien de la supériorité. Ça c'est le gardien de la coalition. Le gardien de la coalition, lui, il va s'assurer, par exemple, que si je vis quelque chose de terrible, je vais aller voir les gens qui pensent la même chose que moi et qu'on va créer une coalition. Ils vont valider. Ils vont valider. Et donc, c'est sûr que l'histoire, elle est bâclée parce qu'en plus, elle est validée par l'extérieur. Donc, la séparation est confirmée. J'ai bien raison de m'énerver. J'ai bien... Mais je comprends. Moi, je serais encore plus énervée que toi. Tu comprends? Oui, on se reconnaît dans les moments où on a pu râler sur un prof ou un truc comme ça. Ouais, t'as vu, hein, il est vraiment... Ouais, franchement, ouais. Mais on fait tous ça, hein? On fait tous. Il y a la carte du lâcher-prise ici. Ça, c'est la 2e plateforme. Donc, sur la 2e plateforme, il n'y a pas de cocon. Et l'invitation au lâcher-prise. C'est les cartes ressources. La 2e plateforme dont tu parles, ouais, c'est les cartes ressources. Les cartes ressources qui sont sur la plateforme qui s'appelle « Ici, j'étais la vie ». Il y a la carte, par exemple, de la reconnaissance aussi. Voilà. Ah, c'est les oies sauvages. Oui. Donc, c'est l'invitation vraiment à se reconnaître soi comme un être divin. OK. Juste ça. Bon, il y a quelques autres petites choses qui viennent avec, là, mais... Voilà, il y a la carte de ici et maintenant, qui est une invitation, quand on est dans le tourment, de revenir juste à ce qui est ici. Magnifique. Voilà. Magnifique, Della. Est-ce que tu peux nous montrer, parce que moi je les ai trouvées très belles aussi, les cartes justement de l'esprit communautaire, enfin je ne sais pas si parce qu'il y a beaucoup de cartes, qui est magnifique parce que
Hier, alors je peux parler parce que c'était une belle synchronicité que je te disais. C'est marrant parce que moi, dans mon élan à amener les gens à se partager, j'ai une amie qui me disait, je me sens comme un pissenlit où ça y est, j'ai été fleur, ça y est, je deviens graine et j'ai envie de me propager dans le monde. Puis je te partage ça et tu me dis, regarde la carte. C'est la carte de la communauté de la lumière. Voilà, la carte de la communauté de la lumière. Donc c'était une tellement belle synchronicité hier qui s'est produite quand juste on partageait et c'est ce pissenlit qui et c'est dans communauté de lumière. Donc ça faisait tellement sens par rapport nos dons vont nourrissent en fait la communauté. Donc cette invitation à se partager parce que souvent les gens n'osent pas dire le beau, dire ce qu'ils vivent, témoigner de cette beauté. Et d'ailleurs cette interview qu'on fait, c'est ça aussi, c'est témoigner de cette beauté, ce beau que toi tu peux nous partager, nous offrir. Est-ce que tu aurais envie de dire un mot sur comment tu aurais envie peut-être qu'il se propage ou... Ben écoute, moi autant j'ai eu du bonheur à l'écrire, autant j'ai du bonheur à le partager maintenant. Je vois que la vie parle à travers le jeu, parce qu'il y a une chose de le faire, mais il y a comment la vie parle à travers le jeu, et je suis vraiment touchée de voir à quel point c'est juste, tu vois, ça. avec délicatesse, mais aussi avec une certaine verticalité, tu vois, ça ramène, tu vois, à OK, c'est ce qui se passe. Et donc, moi, je suis vraiment touchée, en fait, de l'impact de l'utilisation du jeu. Par exemple, tu vois, quand j'ai reçu le premier prototype, j'étais stressée, tu sais, je me disais, mon Dieu, est-ce que ça va marcher, ou je sais pas trop. Je pioche la carte du gardien de l'intensité. Ça, c'était... Mais c'est drôle, tu vois, parce que je vivais quelque chose de... C'est quoi l'intensité? Pour moi, je vivais quelque chose de vraiment intense, tu vois, dans lequel il y avait un enjeu, où il fallait que le jeu fonctionne, ou tout ça. Et là, pouf, tu vois le gardien de l'intensité, mais là, j'éclate de rire, tu vois, c'est comme... Ça s'arrête, il n'y a pas... Tu sais, ça dit, mais t'inquiète pas, c'est ton gardien qui parle, tu vois, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et, se détendre dans là où on pense qu'il y a quelque chose. Oui, c'est ça, et ça répond, tu vois, ça nous parle, c'est vraiment touchant, de voir, et je souhaite de tout mon cœur que quelqu'un qui a envie d'explorer, qui a envie d'utiliser en thérapie, que ce soit connu, que ça se connaisse, que ce soit disponible en tout cas. J'ai pas d'autre élan que le rendre disponible et que ça puisse aider les gens. Non, mais je pense que c'est un extraordinaire outil et puis ça, on s'en remet encore une fois à la vie. Ouais. La vie nous offre ces situations, eh bien elle nous offre en plus le message qui va avec, tu vois. C'est ça. Parce que c'est vrai que dans les autres oracles, on a un peu le message beau, de lumière et tout ça, mais là, on a aussi le mécanisme de protection, et là, il y a un petit truc un peu plus challengeant quelque part, et ça, c'est extraordinaire. Merci pour cette interview, merci d'être venu nous présenter ton oracle et ce cadeau. C'est un grand privilège d'être là avec toi. Je suis très contente et j'espère que ça pourra plaire. Merci beaucoup. Merci.